La pluie tambourinait contre les vitres du salon quand Juliette posa délicatement la facture d'électricité sur la table basse. Encore 347 € qu'elle venait de régler en silence, comme tous les mois depuis 2 ans. À 26 ans, cette architecte brillante était devenue l'ombre financière de ses parents, celle qui maintenait à flot une maison qui ne lui appartenait pas. Son père, Marcel, lisait son journal dans son fauteuil habituel, feignant d'ignorer l'enveloppe qu'elle venait de déposer. Sa mère, Françoise, regardait la télévision avec cette expression d'amertume qui ne la quittait plus. Depuis le divorce difficile de Juliette et son retour forcé au foyer familial, l'atmosphère s'était empoisonnée jour après jour. « Maman, il faut qu'on parle », murmura Juliette en s'asseyant sur le bord du canapé. Françoise ne détourna même pas le regard de l'écran. « De quoi encore ? Tu vas nous faire la morale ?» Le cœur de Juliette se serra. Elle avait découvert par hasard les relevés bancaires de ses parents la semaine précédente. Pas seulement les factures courantes qu'elle payait religieusement, mais aussi leurs sorties au restaurant, leur week-end à la côte, même l'abonnement premium de leur salle de sport. Tout financé par ses économies durement gagnées. « J'ai vu vos comptes », dit-elle d'une voix tremblante. « Les restaurants, les vacances. Tout ce que je paie sans le savoir. » Marcel releva enfin la tête, ses yeux froids comme l'acier. « Et alors ? Tu vis sous notre toit. Tu manges notre nourriture. Votre nourriture que j'achète. Votre électricité que je paie. Votre crédit immobilier que je rembourse. » Les mots jaillirent malgré elle, chargés de 2 années de frustration silencieuse. Françoise se leva d'un bond, son visage déformé par une rage soudaine. « Comment oses-tu ? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Fait pour moi ? » Juliette sentit quelque chose se briser en elle. « Vous m'avez recueilli quand j'avais besoin d'aide, et depuis je vous entretiens. Je travaille 60 heures par semaine pour que vous puissiez vivre comme des retraités dorés. » Le silence qui suivit était électrique. Marcel plia soigneusement son journal, ce geste précis qu'il faisait toujours avant d'exploser. Françoise la fixait avec un mépris qu'elle ne cherchait plus à cacher. « Tu sais ce que tu es, Juliette ? » La voix de sa mère était devenue glaciale. « Tu n'es qu'une invitée ici. Une invitée qui s'incruste et qui se croit chez elle. » Ces mots frappèrent Juliette comme une gifle. Invitée. Dans la maison où elle avait grandi, où elle avait fait ses devoirs, où elle avait pleuré ses premiers chagrins d'amour. « Arrête de te comporter comme si tu étais chez toi », hurla Françoise en se dirigeant vers l'escalier. « Parce que ce n'est pas le cas. » Juliette la suivit, incrédule. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Françoise monta les marches 4 à 4, entra dans la chambre de Juliette et commença à jeter ses affaires dans sa valise avec une violence inouïe. Livres, vêtements, photos, tout y passa dans un chaos destructeur. « Dégage !» cria-t-elle en balançant la valise dans l'escalier, où elle dévala les marches dans un bruit sourd. « Trouve un endroit où on te voudra vraiment. » Juliette resta figée en haut des marches, regardant sa vie éparpillée au pied de l'escalier. Marcel n'avait pas bougé de son fauteuil. Il avait repris son journal comme si rien ne s'était passé. Cette nuit-là, sous une pluie battante, Juliette ramassa ses affaires avec une dignité qu'elle ne se connaissait pas. En partant, elle emporta autre chose, tous les relevés bancaires, toutes les factures qu'elle avait payées, tous les reçus soigneusement conservés. 2 ans de preuve de sa générosité exploitée. En refermant la porte, elle ne se retourna pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Dangereusement libre. Le studio de 25 mètres carrés sentait encore la peinture fraîche quand Juliette y posa sa valise. 3 jours après avoir quitté la maison familiale, elle avait trouvé ce petit refuge dans le quartier de Belleville. L'endroit était minuscule mais lumineux, avec une grande fenêtre qui donnait sur les toits de Paris. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait chez elle. Le lundi matin, elle se présenta au cabinet d'architecture Delacroix et Associés avec une détermination nouvelle. Sa collègue Sarah la regarda bizarrement. « Tu as l'air différente aujourd'hui. Plus, libre ?» Juliette sourit en allumant son ordinateur. « J'ai déménagé. » Elle n'en dit pas plus. Inutile d'expliquer que sa première décision avait été d'annuler tous les virements automatiques vers les comptes de ses parents. Fini les factures d'électricité, fini les crédits, fini l'essence de leur voiture.
Sa banquière avait été surprise par tant de suppressions simultanées. Vous êtes sûre, mademoiselle Moreau? Cela représente plus de 2000 € par mois. Absolument certaine, avait répondu Juliette avec une fermeté qui l'avait elle-même étonnée. Vers midi, Monsieur Delacroix l'appela dans son bureau. Un homme élégant d'une 50aine d'années l'accompagnait. Juliette, je vous présente Étienne Vargas. Il souhaite vous confier un projet très spécial. Étienne serra sa main avec une poignée ferme. 35 ans environ, cheveux bruns légèrement grisonnants, regard intelligent. Il portait un costume simple mais visiblement coûteux. Mademoiselle Moreau, j'ai vu vos créations pour la résidence Montparnasse. Votre approche m'intéresse beaucoup. Ils discutèrent pendant 1 heure de son projet, rénover une ancienne manufacture en loft de luxe. Un budget conséquent, une liberté créative totale. Étienne écoutait chacune de ses idées avec une attention rare, posant des questions pertinentes qui révélaient une véritable connaissance de l'architecture. Votre vision correspond exactement à ce que je recherche, dit-il en partant. J'aimerais que nous nous revoyions cette semaine pour approfondir. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon productif. Juliette travaillait sur le projet d'Étienne avec une passion retrouvée. Plus de stress financier, plus de culpabilité. Elle découvrait le plaisir simple de garder son salaire pour elle. Le vendredi soir, alors qu'elle savourait un repas dans son studio, son téléphone vibra. Marcel. Elle hésita, puis décrocha. Juliette? Sa voix était différente, presque suppliante. Il faut qu'on parle. C'est urgent. Je t'écoute. Pas au téléphone. Peux-tu venir? S'il te plaît? La panique dans sa voix était palpable. Juliette sentit une satisfaction amère l'envahir. Non, papa. Si tu as quelque chose à me dire, c'est maintenant. Un silence. Puis des mots qui tombèrent comme des pierres, nous allons perdre la maison. Les huissiers arrivent lundi. Juliette ferma les yeux. Bien sûr. Sans ces virements, leur château de cartes s'écroulait. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu peux revenir. On peut s'expliquer, trouver un arrangement. Un arrangement? Elle ne put s'empêcher de rire. Comme celui où j'étais une invitée qui payait pour le privilège d'être méprisée? Juliette, je sais qu'on a mal agi, mais... Elle raccrocha. Ses mains tremblaient légèrement, mais pas de peur. De liberté. Le samedi matin, elle retrouva Étienne dans un café du Marais pour finaliser les plans. Il semblait différent, plus attentif à elle qu'au projet. Leur conversation dérivait souvent vers des sujets personnels. Il lui parla de son divorce, de sa solitude, de sa passion pour l'art. Elle évoqua sa nouvelle indépendance, sans mentionner les détails familiaux. Vous rayonnez, dit-il soudain. Il s'est passé quelque chose d'important dans votre vie récemment. Juliette rougit. Comment le savez-vous? J'observe les gens. C'est un défaut professionnel. Ils rirent ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, Juliette se sentait écoutée, comprise. Étienne avait cette façon particulière de la regarder, comme s'il voyait en elle quelque chose d'unique. En rentrant chez elle ce soir-là, Juliette trouva 3 messages de Françoise sur son répondeur. Tous de plus en plus hystériques. Elle les effaça sans les écouter entièrement. Elle s'endormit paisiblement, bercée par les bruits de la ville. Demain était dimanche. Elle avait prévu de travailler sur les esquisses d'Étienne, puis de se promener dans le Marais. Une vie simple, mais enfin la sienne. À 3 heures du matin, la sonnerie de son téléphone la réveilla brutalement. Un numéro inconnu. Elle décrocha, encore engourdie. Mademoiselle Moreau? Une voix féminine, fatiguée. Je suis l'infirmière de garde à l'hôpital Saint-Antoine. Votre grand-mère, Élise Moreau, souhaite vous voir. Elle dit que c'est urgent. Juliette se redressa d'un coup, le cœur battant. Ma grand-mère? Mais, elle est morte il y a 15 ans. L'hôpital Saint-Antoine baignait dans cette lumière blafarde qui transforme la nuit en cauchemar éveillé. Juliette traversa les couloirs silencieux, son cœur battant à tout rompre. Comment sa grand-mère pouvait-elle être vivante? Elle se souvenait parfaitement de l'enterrement, des larmes de son père,
de cette petite tombe grise au cimetière de Montmartre où elle avait déposé des fleurs pendant des années. L'infirmière la guida jusqu'à une chambre privée au 5e étage. Derrière la porte entr'ouverte, une silhouette fragile était assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Quand elle se retourna, Juliette reconnut instantanément ses yeux bleus perçants, cette dignité naturelle que le temps n'avait pas altérée. « Grand-mère Élise ?» La vieille dame de 81 ans lui sourit avec une tendresse infinie. « Ma petite Juliette. Tu as tellement grandi. Tu ressembles exactement à ta mère au même âge. » Juliette s'effondra dans le fauteuil en face d'elle, les jambes coupées. « Mais comment ? Papa m'a dit que tu étais morte quand j'avais 11 ans. J'ai été à ton enterrement. » Élise serra ses mains ridées, ses yeux se remplissant de larmes contenues. « Mon enfant, il faut que tu saches la vérité. Marcel et Françoise m'ont fait interner de force dans un établissement psychiatrique en 2009. Ils ont déclaré que j'étais sénile, dangereuse pour moi-même. Mais pourquoi ? Pour hériter, ma chérie. Pour prendre le contrôle de mes biens et de l'héritage que ton grand-père avait prévu pour toi. » Juliette sentit le monde vaciller autour d'elle. « L'héritage ? Quel héritage ?» Élise fouilla dans son sac à main et en sortit une enveloppe jaunie. « Ton grand-père François avait ouvert un compte pour toi à ta naissance. 200 000 €, placés et fructifiés pendant 26 ans. Tes parents en sont les gestionnaires légaux jusqu'à tes 30 ans. » Les mots résonnaient dans la tête de Juliette comme un écho douloureux. 200 000 €. Tout ce temps où elle se privait, où elle payait leurs factures, où elle s'excusait d'exister, il gérait une fortune qui lui appartenait. « Pendant 15 ans, j'ai essayé de te retrouver, » continua Élise. « L'établissement était luxueux mais isolé. Ils m'ont dit que tu ne voulais plus me voir, que tu avais refait ta vie. J'ai fini par comprendre qu'ils interceptaient mes lettres. Comment as-tu réussi à sortir ? Un nouveau directeur est arrivé l'année dernière. Il a découvert des irrégularités dans mon dossier. Mes facultés mentales étaient parfaites, je n'aurais jamais dû être internée. Il a ouvert une enquête. » Juliette ferma les yeux, submergée par un mélange de rage et de tristesse. 15 années volées. 15 années où elle avait pleuré sa grand-mère, où elle s'était sentie seule, abandonnée par la seule personne qui l'avait vraiment comprise. « Ils vont payer pour ça, » murmura-t-elle. Élise posa sa main fragile sur la sienne. « Mon avocat a déjà engagé les procédures. Mais j'avais besoin de te voir, de te prévenir. Ils vont tout faire pour t'empêcher de récupérer ton héritage. » Le lundi matin, Juliette arriva au bureau avec une détermination nouvelle. Elle avait rendez-vous avec Étienne à 10 h pour finaliser les derniers détails du projet. En l'attendant, elle contacta discrètement un avocat spécialisé en droit successoral. Étienne arriva avec 20 minutes de retard, ce qui ne lui ressemblait pas. Il semblait nerveux, préoccupé. « Excusez-moi, j'ai eu un contretemps familial, » dit-il en s'asseyant. Ils travaillèrent ensemble sur les plans, mais Juliette remarqua qu'il la regardait souvent avec une expression étrange. À plusieurs reprises, il posa des questions sur sa famille, sur ses relations avec ses parents. « Vous semblez tendu ces derniers jours, » observa-t-il. « Des problèmes personnels ?» Juliette hésita. Quelque chose dans son ton l'inquiétait. « Rien de grave. Juste des histoires de famille. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Parfois, les problèmes familiaux peuvent être très complexes. » Cette façon qu'il avait de prononcer le mot « complexe » fit frissonner Juliette. Comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. L'après-midi, elle reçut un appel de Marcel. Sa voix était différente, calculatrice. « Juliette, il faut absolument qu'on se voie. J'ai des choses importantes à te révéler sur ta grand-mère. » « Ma grand-mère que tu as prétendue morte pendant 15 ans ? » Un silence glacial. « Tu l'as vue. » « Bien sûr. » « Elle t'a raconté ses mensonges, c'est ça ? » ?»« Ses mensonges ? » ?»« Élise est malade, Juliette. Très malade mentalement. Tu ne peux pas croire ce qu'elle raconte. » Juliette raccrocha, mais un doute s'immisça dans son esprit. Et si ses parents disaient la vérité ? Et si sa grand-mère était réellement instable ? Le soir même, elle retourna à l'hôpital. Élise l'attendait, plus lucide que jamais. « Je sais ce que tu penses, »
dit-elle doucement. Ils vont essayer de te convaincre que je suis folle. Ils ont 15 ans d'expérience dans ce domaine. Elle tendit à Juliette une chemise cartonnée. Voici tous les documents. Les rapports médicaux qui prouvent ma santé mentale parfaite, les relevés bancaires de ton compte, les lettres que j'ai essayé de t'envoyer. Juliette ouvrit la chemise. Des centaines de pages de preuves accablantes. Et au milieu, une photo qui la glaça, Étienne serrant la main de Marcel devant un café, daté de la semaine dernière. « Qui est cet homme » demanda Élise en désignant Étienne. Juliette sentit ses jambes se dérober. « Mon client. » Enfin, je croyais. Juliette fixa la photo pendant de longues secondes, comme si elle pouvait changer la réalité par la seule force de son regard. Étienne et Marcel, souriants, complices. La date était formelle, 3 jours avant leur première rencontre au cabinet. Tout avait été orchestré. « Depuis quand le connais-tu » demanda Élise doucement. « 2 semaines. Il m'a confié un projet important, il semblait. » Sa voix se brisa. Bien sûr qu'il semblait parfait. Il avait été choisi pour ça. Beau, cultivé, attentionné, exactement le type d'homme qui pouvait la faire tomber amoureuse. Le piège idéal pour une femme fragilisée par l'abandon familial. Le lendemain matin, Juliette se rendit au cabinet avec les documents d'Élise cachés dans son sac. Elle contacta d'abord Maître Dubois, l'avocat recommandé par sa grand-mère. « Mademoiselle Moreau, votre dossier est accablant pour vos parents. Internement abusif, détournement d'héritage, faux et usage de faux. Nous pouvons porter plainte dès aujourd'hui. Et pour l'homme sur la photo ? S'il y a complicité, nous le découvrirons. Gardez vos distances avec lui en attendant. » À 10 heures précises, Étienne arriva pour leur rendez-vous habituel. Juliette l'observa différemment. Sa démarche assurée, son sourire charmeur, sa façon de la regarder avec cette fausse tendresse. Comment avait-elle pu être aussi naïve ? Vous avez l'air fatiguée, Juliette. Mauvaise nuit ? Elle força un sourire. Un peu de stress. Les histoires de famille, vous savez. Il se pencha vers elle avec cette sollicitude feinte qu'elle prenait autrefois pour de l'affection. Racontez-moi. Parfois, parler aide. Mes parents et moi, nous avons eu des différends. Ils voudraient que je revienne vivre chez eux. L'expression d'Étienne changea imperceptiblement. Plus attentive, plus calculatrice. Et vous, qu'est-ce que vous voulez ? Mon indépendance. Mais c'est compliqué financièrement. Vous savez, j'ai peut-être une solution. Un ami promoteur cherche un architecte associé pour plusieurs projets. Cela pourrait vous assurer une stabilité à long terme. Juliette acquiesça, fascinée par l'habileté de la manipulation. Il lui offrait exactement ce dont elle avait besoin, au moment précis où elle était vulnérable. Un maître de l'art de la séduction psychologique. L'après-midi, elle reçut un appel hystérique de Françoise. « Tu as contacté un avocat. Comment oses-tu nous traîner en justice ? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce que vous avez fait ? Vous voulez dire me voler mon héritage et faire interner ma grand-mère ? Ta grand-mère est folle. Elle invente des histoires. Et cet argent, nous l'avons utilisé pour toi, pour t'élever. » Juliette raccrocha. Même pris la main dans le sac, il continuait de mentir avec un aplomb sidérant. Le soir, Étienne l'invita à dîner dans un restaurant élégant du 7e arrondissement. Il avait choisi une table isolée, parfaite pour une conversation intime. Ou pour soutirer des informations. « Vous semblez préoccupé ces derniers jours », dit-il en lui versant du vin. « Ces histoires avec vos parents s'aggravent ?» Juliette décida de jouer le jeu jusqu'au bout. « Mon avocat pense que j'ai de bonnes chances de récupérer de l'argent qu'il me cache. Un héritage de ma grand-mère. » Le visage d'Étienne resta impassible, mais elle vit ses mains se crisper légèrement sur son verre. « C'est fantastique. Vous pourrez enfin être totalement indépendante. Oui, si tout se passe bien. Mais il menace de prouver que ma grand-mère est sénile. Que ces accusations sont sans fondement. Et vous les croyez capables de ça ? » Juliette le regarda droit dans les yeux. « Oh oui. Ils sont capables de tout. Ils n'hésiteraient pas à manipuler quelqu'un pour m'espionner, par exemple.
Un silence tendu s'installa. Étienne but une gorgée de vin, réfléchissant visiblement à toute vitesse. Juliette, il faut que je vous dise quelque chose. Son cœur s'accéléra. Il allait avouer. Peut-être y avait-il encore une chance qu'il éprouve de vrais sentiments pour elle. Vos parents m'ont effectivement contacté. Elle retint son souffle. Quand? Il y a 3 semaines. Ils m'ont dit qu'ils s'inquiétaient pour vous. Que vous traversiez une période difficile et qu'ils voulaient m'engager pour vous surveiller. La vérité tombait enfin, mais elle était encore plus cruelle que prévu. Et vous avez accepté. Au début, oui. Ils me payaient bien. Mais très vite, j'ai compris que vous étiez quelqu'un d'exceptionnel. Mes sentiments sont devenus réels, Juliette. Ce que je ressens pour vous n'a rien de calculé. Elle voulait le croire, désespérément. Mais la photo dans sa poche lui rappelait la réalité, même cette confession était probablement mise en scène. Prouvez-le, dit-elle simplement. Comment? Juliette sortit discrètement son téléphone et lança l'enregistrement. Dites-moi exactement ce qu'ils vous ont demandé de faire. Tout. Étienne hésita, puis sembla prendre une décision. Il voulait que je vous séduise, que je gagne votre confiance. L'objectif était de vous convaincre de ne pas poursuivre vos recherches sur votre héritage. Et s'il le fallait? S'il le fallait? Il préparait votre mise sous tutelle pour instabilité psychologique. Ils avaient déjà un psychiatre complice. Mon rôle était de témoigner de votre comportement erratique si nécessaire. Juliette encaissa le choc en silence. Ils avaient planifié de la faire passer pour folle, exactement comme ils l'avaient fait avec Élise. Une stratégie éprouvée, perfectionnée sur 15 ans. En rentrant chez elle ce soir-là, elle découvrit que sa porte avait été forcée. Son appartement était sens dessus-dessous, ses affaires éparpillées. Sur sa table, un message griffonné à la hâte, « Arrête tes recherches ou tu le regretteras ». Mais en fouillant dans ses tiroirs, elle constata avec un sourire amer que les cambrioleurs n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Les documents d'Élise étaient en sécurité dans un coffre à la banque. Quant à l'enregistrement d'Étienne, il était déjà entre les mains de Maître Dubois. Le lendemain matin, son téléphone sonna. Étienne, la voix brisée, Juliette, ils savent que j'ai parlé. Ils menacent ma famille. Il faut que vous sachiez, il y a autre chose. Quelque chose qu'ils ne m'ont jamais dit, mais que j'ai découvert par accident. Quoi? Vous n'êtes pas leur fille biologique. Les mots d'Étienne résonnaient encore dans sa tête quand Juliette raccrocha. Pas leur fille biologique. Cette révélation expliquait tout, le mépris constant de Françoise, cette façon qu'elle avait de la traiter comme une étrangère, ce mot terrible, invité. Elle n'était qu'un pion dans un jeu qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Mais au lieu de s'effondrer, Juliette sentit une rage froide l'envahir. S'ils voulaient jouer aux échecs, elle allait leur montrer qu'elle avait appris à anticiper leurs coups. Dans son studio saccagé, elle redresse les meubles renversés avec une détermination méthodique. Chaque objet replacé était un acte de résistance. Le lendemain matin, elle contacta Étienne. Sa voix était ferme, calculée. Je veux te rencontrer. Mais cette fois, c'est moi qui fixe les règles. Ils se retrouvèrent dans un café bondé des Halles, loin des lieux habituels d'Étienne. Juliette avait choisi cet endroit stratégiquement, trop de témoins pour une agression, trop de bruit pour un enregistrement discret. Tu m'as dit qu'ils menacent ta famille. Raconte-moi tout. Étienne semblait hagard, ses traits tirés par une nuit blanche. Ils ont des photos de ma sœur et de ses enfants. Ses adresses, ses horaires. Marcel m'a appelé hier soir pour me dire que j'avais fait une grave erreur en te parlant. Et maintenant? Maintenant, ils veulent que je t'emmène voir le psychiatre dont je t'ai parlé. Docteur Ravenot. Il doit établir un rapport sur ton instabilité mentale. Juliette sourit. Un sourire froid qui ne ressemblait en rien à la femme fragile qu'elle était quelques semaines plus tôt. Parfait. Organise ce rendez-vous. Quoi? Mais Juliette, fais-leur croire que tu as réussi à me convaincre. Que je suis prête à tout pour récupérer notre relation. Que je veux même rencontrer ce médecin pour prouver ma bonne foi. Étienne la regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Qu'est-ce que tu prépares? Ma propre version de leur jeu.
Les 3 jours suivants, Juliette joua à la perfection le rôle de la femme amoureuse et désespérée. Elle multiplia les appels à Étienne, lui envoya des messages où elle se disait prête à tout pour le reconquérir. Elle évoqua même sa volonté d'abandonner ses poursuites contre ses parents si cela pouvait sauver leur relation. Marcel rappela, triomphant. Tu vois? J'avais raison. Cette histoire d'héritage lui a fait perdre la tête. Elle s'accroche maintenant à ce garçon comme à une bouée de sauvetage. Pendant ce temps, Juliette travaillait dans l'ombre avec Maître Dubois. Il rassemblait des preuves supplémentaires, contactait des témoins, préparait une stratégie juridique imparable. L'avocat était impressionné par sa transformation. Vous n'êtes plus la même femme que celle que j'ai rencontrée la semaine dernière. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'être une victime. Le rendez-vous avec le docteur Ravenot fut fixé au vendredi après-midi. Juliette s'y rendit accompagnée d'Étienne, jouant parfaitement son rôle de femme fragile cherchant de l'aide. Le psychiatre était exactement ce qu'elle avait imaginé, un homme d'une 60aine d'années, suffisant, visiblement habitué à rédiger des rapports complaisants. Mademoiselle Moreau, vos proches s'inquiètent pour vous. Ils me parlent de comportements erratiques, de crises de colère, d'accusations infondées contre votre famille. Juliette baissa les yeux, imitant parfaitement la honte. Je sais que j'ai dit des choses terribles. Mais quand j'ai appris pour l'héritage de ma grand-mère, j'ai perdu la tête. Cet héritage, parlons-en. Vos parents m'ont expliqué que votre grand-mère souffre de démence sénile. Qu'elle vous a raconté des histoires fantaisistes. C'est possible. Je ne sais plus quoi penser. Pendant 1 heure, elle joua le rôle de la femme confuse, manipulée par une grand-mère sénile, reconnaissant ses erreurs avec une humilité feinte. Ravenot prenait des notes, visiblement satisfait de voir ses préjugés confirmés. En sortant, Étienne était troublé. Tu étais parfaite. Trop parfaite. J'ai eu peur que tu crois vraiment à ce que tu disais. Ne t'inquiète pas. J'ai juste appris à jouer leur jeu. Le soir même, elle reçut l'appel qu'elle attendait. Marcel, euphorique. Le docteur Ravenot va rédiger son rapport ce week-end. Il recommandera une mise sous tutelle temporaire, le temps que tu récupères tes esprits. Nous pourrons enfin t'aider vraiment. Merci, papa. Je réalise maintenant à quel point j'ai été injuste avec vous. C'est normal, ma chérie. La maladie mentale court dans la famille du côté de ta grand-mère. Nous aurions dû te prévenir plus tôt. Après avoir raccroché, Juliette sortit son téléphone et envoya un message à Maître Dubois. Ils ont mordu à l'hameçon. Lancez la procédure lundi matin. Le week-end passa dans un calme trompeur. Juliette imagina Marcel et Françoise savourant leur victoire prochaine, se réjouissant de récupérer le contrôle total sur sa vie et son héritage. Ils devaient déjà prévoir comment dépenser ces 200 000 €. Lundi matin, à 9 heures précises, la police se présenta à leur domicile avec des mandats d'arrêt pour séquestration arbitraire, escroquerie et détournement de fonds. Au même moment, Maître Dubois déposait une plainte contre le docteur Ravenot pour corruption et faux témoignages, accompagnés d'enregistrements accablants de leurs conversations téléphoniques. Juliette était au cabinet quand Étienne l'appela, la voix tremblante d'émotion. Ils viennent d'être arrêtés. Marcel hurlait ton nom dans la voiture de police. Et toi? Tu vas bien? Ils ne peuvent plus rien contre ma famille maintenant. Juliette, je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça après ce que j'ai fait, mais... Quoi? Est-ce qu'il y a une chance pour que tu me pardonnes un jour? Juliette regarda par la fenêtre du cabinet, observant la ville qui s'éveillait sous le soleil matinal. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait libre. Vraiment libre. Étienne, il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne suis plus la même femme que celle que tu as rencontrée. Celle que tu as manipulée était naïve, fragile, désespérée d'être aimée. Et maintenant? Maintenant, je sais qui je suis. Et surtout, je sais qui je ne suis pas. En raccrochant, elle sourit. Le vrai combat commençait maintenant, découvrir ses véritables origines et comprendre pourquoi Marcel et Françoise s'étaient donné tant de mal pour cacher la vérité sur sa naissance. Mais cette fois, elle était prête. Plus jamais elle ne serait une victime. Le procès de Marcel et Françoise fit la une des journaux locaux.
couple arrêté pour séquestration et escroquerie familiale. Juliette regardait les gros titres depuis la terrasse du café en face du tribunal, savourant cette justice qu'elle avait orchestrée. Leurs avocats tentaient des négociations désespérées, mais les preuves étaient accablantes. Maître Dubois la rejoignit, un sourire satisfait aux lèvres. 5 ans de prison ferme pour Marcel, 3 pour Françoise. Le juge a été particulièrement sévère sur l'internement abusif de votre grand-mère. Et mon héritage ? 240 000 € avec les intérêts, plus 100 000 de dommages et intérêts. Vous êtes officiellement riche, mademoiselle Moreau. Juliette acquiesça, mais l'argent n'était plus sa priorité. Depuis une semaine, elle était obsédée par une question qui la rongeait, qui était-elle vraiment ? Élise avait promis de lui révéler la vérité une fois le procès terminé. Elle retrouva sa grand-mère dans le petit appartement que celle-ci occupait maintenant près du Père-Lachaise. Élise l'attendait avec une boîte en carton posée sur la table du salon. Ses mains tremblaient légèrement en soulevant le couvercle. « Ma chérie, ce que je vais te dire va bouleverser ta vision de ta vie. Es-tu prête ?» Juliette s'assit en face d'elle, le cœur battant. « Dis-moi tout. » Élise sortit d'abord une photo en noir et blanc. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux traits fins et aux yeux intelligents, tenant un bébé dans ses bras devant un immeuble haussmannien. « Voici ta vraie mère, Camille. Ma fille. » Juliette prit la photo avec des mains tremblantes. Cette femme lui ressemblait de façon troublante. Mêmes yeux, même sourire, même élégance naturelle. Elle est morte quand tu avais 3 ans. Un accident de voiture sur l'autoroute A6. Et mon père ? Élise hésita. Camille ne m'a jamais dit qui était ton père. Elle était très secrète sur ce sujet. Tout ce que je sais, c'est qu'elle l'aimait profondément et qu'il ne pouvait pas reconnaître l'enfant pour des raisons familiales complexes. Juliette sentit une frustration familière l'envahir. Encore des secrets, encore des mystères. Mais Élise n'avait pas terminé. Après la mort de Camille, j'étais dévastée. J'avais 66 ans, j'étais seule, et toi tu n'étais qu'une petite fille traumatisée. Marcel et Françoise étaient nos voisins à l'époque. Ils se sont proposés de t'accueillir temporairement, le temps que je me remette. Temporairement ? C'était prévu pour quelques mois. Mais ils ont falsifié des documents, prétendu que j'étais inapte à m'occuper de toi. Ils t'ont adopté officiellement en profitant de ma faiblesse et de ma douleur. Élise sortit ensuite une liasse de documents jaunis, l'acte de naissance original de Juliette, des lettres d'amour de Camille à un mystérieux, et surtout, un testament où Camille léguait tout à sa fille, y compris des biens dont Juliette n'avait jamais entendu parler. Camille possédait un atelier d'architecture dans le 11e arrondissement. Elle était brillante, reconnue pour ses créations avant-gardistes. Quand elle est morte, Marcel et Françoise ont vendu l'atelier et ont gardé l'argent en prétendant qu'il servait à ton éducation. Juliette ferma les yeux. Même morte, sa vraie mère avait été dépouillée par ses parasites. Combien ? Près de 500 000 € à l'époque. Aujourd'hui, cet atelier vaudrait plus de 2 millions. La colère montait en elle comme une lave brûlante. Non seulement ils avaient volé son héritage, mais ils avaient détruit l'héritage professionnel de sa mère. Peut-être aurait-elle pu suivre ses traces, travailler dans l'atelier familial, se construire une identité authentique. Il y a autre chose, murmura Élise en sortant une enveloppe scellée. Camille m'avait demandé de te donner ceci quand tu aurais 25 ans. Juliette ouvrit l'enveloppe avec précaution. Une lettre de plusieurs pages, écrite de la main fine et précise de sa mère. Ma petite Juliette, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te voir grandir. J'espère que tu es devenue la femme forte et indépendante que je devine déjà en toi. Ton père est quelqu'un de bien, mais les circonstances nous ont séparés. Il ne sait pas que tu existes, et il vaut mieux qu'il l'ignore. Son nom est Antoine Beaumont. Il dirige l'agence d'architecture Beaumont et Fils. Si un jour tu deviens architecte comme je l'espère, peut-être vos chemins se croiseront-ils naturellement. Le monde s'arrêta autour de Juliette. Antoine Beaumont. Elle connaissait ce nom. Beaumont et Fils était l'une des agences les plus prestigieuses de Paris. Elle avait même assisté à une de ses conférences l'année précédente, admirant cet homme charismatique d'une 50aine d'années qui parlait d'architecture avec la même passion qu'elle. Tu le connais ?
demanda Élise en voyant son expression. Juliette acquiesça, la gorge serrée. C'est une légende dans le milieu. Elle continua sa lecture, les larmes aux yeux. J'ai créé un compte en banque spécial pour tes études d'architecture. L'argent y dort depuis ta naissance. Le numéro de compte est dans le coffre de l'atelier, derrière le tableau de monnaie. Si mes calculs sont justes, il devrait y avoir largement de quoi financer tes rêves les plus fous. Construis, ma chérie. Construis le monde que tu veux voir exister. Je t'aime infiniment. Maman. Élise observait Juliette digérer ces révélations bouleversantes. Il y a encore une chose que tu dois savoir. Quoi encore? L'atelier de ta mère, il n'a jamais été vendu. Marcel et Françoise ont menti. Il est toujours là, dans la rue Oberkampf. Scellé depuis 23 ans, avec tout ce qu'il contient. Juliette se leva d'un bond, électrisée. Tu veux dire que l'héritage de ta mère t'attend. Que son travail, ses créations, ses secrets sont intacts. Et que le compte en banque dont elle parle existe probablement encore. Cette nuit-là, Juliette ne dormit pas. Elle regardait la photo de Camille à la lumière de sa lampe de chevet, cherchant des ressemblances, des indices sur cette femme qui lui avait donné la vie et la passion de l'architecture. Demain, elle irait rue Oberkampf. Demain, elle découvrirait qui elle était vraiment. Mais avant cela, elle avait une décision à prendre. Devait-elle contacter Antoine Beaumont? Avait-elle le droit de bouleverser la vie d'un homme qui ignorait son existence? Et surtout, était-elle prête à affronter un père qui n'avait jamais voulu d'elle? Son téléphone vibra. Un message d'Étienne. J'ai quelque chose d'important à te dire sur Antoine Beaumont. Il faut qu'on se voie. Juliette retrouva Étienne dans le petit parc de la place des Vosges, là où il s'était promené quelques semaines plus tôt quand tout semblait encore possible entre eux. Il l'attendait sur un banc, tenant une enveloppe Kraft qui semblait peser lourd dans ses mains. « Qu'est-ce que tu sais sur Antoine Beaumont ?» demanda-t-elle directement. Étienne la regarda avec une expression grave qu'elle ne lui connaissait pas. « Juliette, avant que je te montre ça, il faut que tu saches que mes sentiments pour toi sont devenus réels. Tout ce que je vais te révéler, je le fais parce que tu mérites la vérité, pas pour me racheter. » Il lui tendit l'enveloppe. À l'intérieur, des photos, des articles de journaux, des documents officiels. Juliette reconnut immédiatement le visage d'Antoine Beaumont sur plusieurs clichés, mais ce qui la frappa, c'est qu'il n'était pas seul. À ses côtés, toujours la même femme élégante, Camille. Sa mère. Ils se sont rencontrés à l'école des Beaux-Arts en 1995, expliqua Étienne. Camille était la meilleure de sa promotion, Antoine venait d'une famille d'architectes fortunés. Ils ont eu une liaison passionnée pendant 2 ans. Juliette examina les photos avec fascination. Sa mère et son père, jeunes, amoureux, insouciants. Sur l'une d'elles, prise lors d'un vernissage, Camille portait une robe qui moulait discrètement un ventre rond. Elle était enceinte sur cette photo. Oui. Mais regarde la date. Juliette vérifia, mars 1998. 3 mois avant sa naissance. Mais ce qui la glaça, c'est la femme qui se tenait de l'autre côté d'Antoine sur la même photo. Une blonde sophistiquée avec une bague de fiançailles voyante. Sa fiancée, murmura Étienne. Isabelle de Montclair. Fille d'un promoteur immobilier puissant. Leur mariage était prévu pour juin 1998. La vérité s'imposait avec une cruauté implacable. Antoine n'avait jamais su pour la grossesse parce que Camille avait préféré disparaître plutôt que de briser son mariage arrangé. Un sacrifice d'amour qui avait coûté la vie à sa mère et l'identité à sa fille. Comment tu sais tout ça? Étienne baissa les yeux. Parce qu'Antoine Beaumont est mon oncle. Le frère de ma mère. Quand Marcel m'a engagé pour te surveiller, il ne savait pas que j'étais de la famille. Mais moi, j'ai reconnu le nom de Camille dans tes affaires. Juliette encaissa le choc en silence. Même cette révélation était liée aux manipulations de Marcel et Françoise. Le destin semblait s'amuser à tisser des liens impossibles autour de sa vie. Ton oncle sait-il que j'existe? Non. Mais il n'a jamais oublié Camille. Sa femme est morte il y a 5 ans, et depuis, il vit seul. Il garde encore des photos d'elle dans son bureau. L'après-midi même,
Juliette se rendit rue Oberkampf avec les clés que lui avait données Élise. L'atelier de Camille se trouvait au 3e étage d'un immeuble industriel rénové. Quand elle ouvrit la porte, 23 ans d'histoire figée l'accueillirent. L'espace était exactement comme sa mère l'avait laissé. Plans d'architecture épinglés au mur, maquettes de bâtiments révolutionnaires, bibliothèque remplie de traités techniques. Et partout, cette élégance créative qui caractérisait le travail de Camille. Au fond de l'atelier, le tableau de Monet mentionné dans la lettre cachait effectivement un petit coffre. À l'intérieur, les papiers du compte en banque secret, mais aussi un carnet de cuir rouge. Le journal intime de sa mère. Juliette s'installa dans le fauteuil de cuir de Camille et commença à lire. Page après page, elle découvrait l'histoire d'amour déchirante entre ses parents. L'intelligence brillante de sa mère, ses doutes sur sa grossesse, sa décision de partir pour l'Amérique, puis son retour à Paris quand elle avait appris la maladie d'Élise. La dernière entrée, datée de 2 jours avant l'accident, la fit pleurer. Juliette grandit si vite. Elle a déjà cette passion pour les formes, pour la beauté des espaces. Hier, elle a construit un château avec ses cubes qui m'a rappelé le projet que j'avais présenté avec Antoine pour le concours de la Défense. Elle a ses yeux, sa façon de froncer les sourcils quand elle réfléchit. Je me demande parfois si j'ai eu raison de ne rien lui dire. Mais son bonheur vaut mieux que mes regrets. Ce soir-là, Juliette prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle écrivit une lettre à Antoine Beaumont, simple et directe. Monsieur Beaumont, je suis Juliette Moreau, fille de Camille Moreau, née en juin 1998. Ma mère est décédée quand j'avais 3 ans sans vous avoir parlé de mon existence. Je suis architecte, comme vous, comme elle. Si vous souhaitez me rencontrer, je serai demain à 15 h dans l'atelier de ma mère, 47 rue Oberkampf. Je n'attends rien de vous, je veux juste que vous sachiez que Camille vous a aimé jusqu'à son dernier souffle. Le lendemain, à 14h45, Juliette attendait dans l'atelier, le cœur battant. Elle avait disposé quelques photos de Camille sur la table, ainsi que ses plus beaux projets architecturaux. À 15 h précises, la porte s'ouvrit. Antoine Beaumont entra, le visage bouleversé. À 52 ans, il portait encore cette élégance naturelle que Juliette avait admirée lors de ses conférences. Mais ses yeux trahissaient un trouble profond. Il s'arrêta devant les photos de Camille, les contempla longuement, puis leva les yeux vers Juliette. « Mon Dieu, murmura-t-il. Tu es exactement comme elle à ton âge. » Ils parlèrent pendant 3 heures. Antoine lui raconta leur histoire d'amour, ses regrets de ne pas avoir eu le courage de rompre ses fiançailles, sa douleur quand Camille avait disparu sans explication. Juliette lui montra le journal, les projets, les preuves de cet amour qui avait survécu au temps et à la mort. Elle ne voulait pas détruire ton mariage, expliqua Juliette. Elle préférait m'élever seule. Antoine ferma les yeux, submergé par l'émotion. J'aurais tout quitté pour elle. Pour toi. Si seulement j'avais su. Quand il repartit ce soir-là, Antoine laissa sa carte à Juliette avec une proposition qui la stupéfia, reprendre l'agence Beaumont et Fils en tant qu'associé, développer l'héritage architectural de Camille, construire ensemble le futur qu'ils avaient rêvé. Une semaine plus tard, Étienne frappait à la porte de son studio. Il était différent, plus humble, plus authentique. J'ai donné ma démission de toutes mes activités douteuses. Je veux recommencer à zéro, gagner ta confiance pas à pas. Juliette le regarda longuement. Cet homme qui l'avait trahi était aussi celui qui lui avait révélé la vérité sur son père. Celui qui avait risqué sa sécurité pour l'aider à se libérer. Étienne, j'ai appris que l'amour véritable ne se construit que dans la transparence absolue. Si tu veux une chance avec moi, il ne doit plus jamais y avoir de secret entre nous. Il acquiesça, les yeux brillants d'espoir. Plus jamais. Je te le promets. Pour la première fois depuis des mois, Juliette sourit sans arrière-pensée. Elle avait une famille retrouvée, un amour à reconstruire, et surtout, elle était enfin devenue l'architecte de sa propre destinée. 2 ans plus tard, la façade de verre et d'acier de l'agence Beaumont et Moreau étincelait sous le soleil matinal du 16e arrondissement. Juliette contemplait la plaque dorée qui portait enfin le nom de sa mère aux côtés de celui de son père. L'ancien atelier de Camille avait été transformé en salle d'exposition permanente,
où les créations de la mère côtoyaient celles de la fille dans un dialogue architectural intemporel. Ce matin de juin marquait l'inauguration de leur plus grand projet, le Centre d'aide aux victimes de manipulation familiale, un complexe révolutionnaire conçu par Juliette dans le 13e arrondissement. L'ironie n'échappait à personne, la femme qui avait été la victime ultime de ce type de violence construisait maintenant un refuge pour d'autres survivants. Antoine apparut dans l'encadrement de la porte, tenant 2 tasses de café fumant. À 54 ans, il avait retrouvé cette sérénité qu'il avait perdue après la disparition de Camille. Travailler avec sa fille avait guéri des blessures que 26 années n'avaient pas suffi à cicatriser. Nerveuse, demanda-t-il en lui tendant sa tasse. Ému, plutôt. Maman aurait été fière. Ils avaient développé cette habitude de parler de Camille au présent, comme si elle continuait d'inspirer chacun de leurs projets. L'agence était devenue l'une des plus innovantes de Paris, spécialisée dans l'architecture thérapeutique et les espaces de reconstruction personnelle. À midi, Juliette se rendit au centre pour les derniers préparatifs. Le bâtiment était son chef-d'œuvre, des lignes épurées qui invitaient à la paix, des espaces baignés de lumière naturelle, des jardins intérieurs qui symbolisaient la Renaissance. Chaque détail avait été pensé pour aider les victimes à retrouver confiance en elles. Élise l'attendait dans le hall d'accueil, élégante malgré ses 83 ans. Sa grand-mère était devenue la présidente d'honneur du centre, apportant sa sagesse et son expérience aux nouvelles victimes. Leur relation s'était approfondie au fil des mois, compensant les 15 années volées par Marcel et Françoise. « Ma chérie, regarde qui est venu », dit Élise en désignant un homme qui se tenait près de la réception. Juliette reconnut immédiatement la silhouette d'Étienne. Il portait un costume sombre et tenait un bouquet de pivoine blanche, les fleurs préférées de Camille. Leur retrouvaille avait été lente, prudente, construite sur des fondations de vérité absolue. Étienne avait tout quitté de son ancienne vie, créant sa propre société de sécurité spécialisée dans la protection des témoins de violences familiales. « Comment te sens-tu » demanda-t-il en la rejoignant. « Comme si ma vie entière m'avait mené à ce moment. » Leur amour s'était reconstruit pierre par pierre, dans la transparence qu'ils s'étaient juré. Plus de secrets, plus de manipulation, seulement 2 êtres humains qui avaient appris à s'aimer malgré leurs blessures. À 15 heures, les invités commencèrent à arriver. Journalistes, architectes, travailleurs sociaux, mais surtout des familles entières venues découvrir ce lieu qui pourrait les aider à guérir. Juliette observait cette foule avec émotion, pensant à toutes les femmes et hommes qui, comme elle, avaient été réduits au statut des « invités » dans leur propre existence. Le moment le plus bouleversant survint quand elle vit Marcel et Françoise descendre d'un taxi devant l'entrée. Libérés après 18 mois de prison, ils semblaient vieillis, diminués. Françoise évitait son regard, mais Marcel s'approcha avec une démarche hésitante. « Juliette, nous voudrions te parler. » Elle le regarda calmement, sans haine ni peur. Ces 2 êtres qui avaient hanté ses cauchemars lui paraissaient maintenant pathétiquement ordinaires. « Vous avez 2 minutes. » Marcel sortit une lettre froissée de sa veste. « Nous voudrions te demander pardon. Pour tout. Nous réalisons maintenant à quel point nous avons été criminels, » termina Juliette avec une sérénité qui les déstabilisa. « Le mot que vous cherchez, c'est criminel. » Françoise éclata en sanglots, mais Juliette resta impassible. Elle avait appris que le pardon ne se donnait pas pour soulager les bourreaux, mais pour libérer les victimes. « Votre pardon, gardez-le pour vous. Moi, j'ai appris à vivre sans. » Elle leur tourna le dos et rejoignit l'estrade où l'attendait le micro. Devant une assemblée de 300 personnes, elle prit la parole avec cette assurance qu'elle avait acquise en reprenant le contrôle de sa destinée. « Mesdames et messieurs, on m'a dit un jour que j'étais une invitée dans ma propre vie. Qu'il fallait que j'arrête de me comporter comme si j'étais chez moi. Aujourd'hui, j'inaugure un lieu où personne ne sera jamais considéré comme un invité de passage. » Sa voix portait dans le silence ému de l'assistance. Ce centre existe pour tous ceux qui ont été dépossédés de leur identité, de leur dignité, de leur droit d'exister pleinement. Nous sommes tous les architectes de notre propre bonheur, et aucune manipulation ne peut nous priver de ce droit fondamental. Les applaudissements éclatèrent, nourris par l'émotion collective de tous ces survivants qui se reconnaissaient dans ces mots. Après la cérémonie, alors que le soleil se couchait sur Paris, Juliette se retrouva seule dans son bureau du centre avec Étienne. Sur sa table,
3 faire-part de mariage que leurs amis communs leur avaient envoyés, et une question qu'ils repoussaient depuis des mois. Juliette, dit Étienne en prenant ses mains, j'ai quelque chose à te demander, et cette fois, aucun secret ne nous sépare. Il sortit une bague de sa poche, simple et élégante, sertie d'un diamant que la lumière du couchant faisait étinceler. Veux-tu construire une famille avec moi? Une vraie famille, basée sur l'amour et la confiance? Juliette regarda cet homme qui l'avait trahi puis sauvé, qui avait appris comme elle que l'amour véritable naissait de la vérité partagée. Elle pensa à Camille et Antoine, séparés par les mensonges et les convenances. Elle pensa à Élise, privée de 15 années avec sa petite fille. Elle pensa à tous ses amours brisés par les secrets. Oui, répondit-elle simplement. 6 mois plus tard, ils se mariaient dans le jardin du centre, entourés de leurs familles retrouvées et des premières personnes que l'établissement avait aidé à se reconstruire. Antoine conduisait sa fille à l'hôtel, Élise tenait les alliances, et même leur premier patient du centre était venu célébrer cette union née de la résilience. Dans son discours de mariée, Juliette leva son verre vers l'assistance émue, à tous ceux qui ont appris que nous ne sommes jamais des invités dans notre propre existence. À ceux qui ont découvert que nous pouvons tous devenir les architectes de notre bonheur. Et à l'amour qui triomphe toujours de la manipulation. Ce soir-là, dans leur nouvel appartement du Marais qu'ils avaient conçu ensemble, Juliette contemplait les photos de leur mariage. Pour la première fois de sa vie, elle était entourée de sa vraie famille, Antoine qui l'avait reconnu, Élise qui l'avait sauvé, Étienne qui l'avait choisi en toute conscience. Elle n'était plus jamais une invitée. Elle était enfin chez elle.